La politique fiscale, effets économiques et sociaux, avec controverses des antagonistes. La politique fiscale découle de la politique économique d'un pays. Il s'agit concrètement de la manière dont le gouvernement gère les impôts prélevés aux entreprises et citoyens. L'objectif est d'équilibrer les recettes et les dépenses de l'État, appelées dépenses publiques. Quand on parle de politique fiscale, la première chose qui nous vient à l'esprit sont les impôts. Les prélèvements obligatoires, qui sont les impôts proprement dits, et les cotisations sociales, constituent près de la moitié du revenu national en France et dans la majorité des pays de l'Union européenne. En tant que Français, nous avons tous entendu parler des prélèvements obligatoires. Mais qu'est-ce donc? Les prélèvements obligatoires peuvent être divisés en deux parties, les impôts et les cotisations sociales. Les impôts forment la fiscalité et les cotisations sociales la parafiscalité. Intéressons-nous tout d'abord aux impôts. Ils peuvent être classés en deux catégories, directs et indirects. Les impôts directs sont ceux concernant les revenus et les patrimoines. Vous avez sûrement remarqué que certains impôts sont variables en fonction des personnes, alors que d'autres sont fixes. En effet, on distingue deux types d'impôts directs. Les impôts unitaires s'adressent uniformément au patrimoine ou aux revenus du contribuable, sans distinction de nature ou d'origine. Les impôts dits cédulaires frappent eux au contraire différemment en fonction des catégories de revenus ou de patrimoine. Depuis le début du XXe siècle, l'imposition unitaire domine en France car la situation personnelle, situation sociale, matrimoniale ou familiale, influe sur le montant à payer. Cependant, les revenus ne sont pas tous imposés de la même façon. En effet, les revenus salariaux ne sont pas imposés de la même manière que les dividendes. On peut donc dire que l'imposition conserve un caractère cédulaire. Les impôts indirects concernent les transactions. Par exemple, dès que vous faites le plein de votre voiture, vous payez la taxe sur les carburants. Il s'agit d'un impôt indirect. Les cotisations sociales sont les prélèvements sur les salaires. Elles financent les prestations sociales, qui sont des transferts versés, en espèces ou en nature, à des individus ou à des familles dans le but de réduire la charge financière que représente la protection contre divers risques. Elles sont associées à six grandes catégories de risques: la vieillesse, la santé, la maternité-famille, prestations familiales liées à la maternité ou aux allocations familiales, la perte d'emploi, les difficultés de logement, la pauvreté et l'exclusion sociale, telle que le RSA. Tout Français imposable vous dira que le nombre de prélèvements obligatoires est important. Mais où va cet argent et comment est-il dépensé? En France, les prélèvements obligatoires ont pour destination trois grandes administrations publiques: l'État, pour 31% des dépenses totales, les collectivités territoriales, près de 13%, et les organismes de sécurité sociale, 56%, tels que décrits précédemment. Parlons maintenant des effets économiques des politiques fiscales, c'est-à-dire des impacts. Alors que les réformes fiscales sont au centre des politiques publiques, elles font toujours l'effet de grandes controverses au niveau macroéconomique, c'est-à-dire au niveau global. Il est donc essentiel de connaître précisément les effets des impôts sur les ménages et les entreprises. Des erreurs commises en termes de politique fiscale peuvent avoir des conséquences lourdes et durables. Par exemple, plusieurs économies européennes ont dû être plongées dans la récession suite à une erreur commise par le Fonds monétaire international au niveau de la crise des dettes souveraines. Les citoyens mesurent généralement mal l'intérêt collectif, alors qu'ils perçoivent très bien le poids des prélèvements qu'ils subissent. Par exemple, une personne n'ayant pas d'enfant ne va pas se sentir concernée par les dépenses liées à l'éducation et aux aides familiales, de même qu'une personne qui ne prend jamais le train ne sera pas intéressée par les coûts liés à la création de nouvelles lignes TGV. Le problème principal est donc l'acceptation de l'impôt. Ce refus prend deux formes au plan économique: la fraude fiscale et l'évasion fiscale. La fraude fiscale consiste en une mauvaise foi pouvant aller jusqu'au mensonge dans le but de dissimuler une partie de son imposition. L'évasion fiscale, au contraire, n'est que rarement illégale. Il s'agit d'une étude poussée de la loi par le contribuable
afin de profiter des failles, notamment pour déplacer une partie d'un patrimoine ou d'une activité vers un autre pays sans que le citoyen s'expatrie lui-même. Nous avons tous entendu l'affirmation disant «trop d'impôts tue l'impôt» d'Arthur Laffer, qui est l'économiste conseiller du président Ronald Reagan. On peut voir représentée sur un diagramme la courbe de Laffer. L'axe des abscisses définit le taux d'imposition des ressources privées et l'axe des ordonnées montre les recettes fiscales. L'idée de base dans le lien entre taux d'imposition et recettes fiscales est que les changements du taux d'imposition ont deux effets sur les recettes, un effet arithmétique et un effet économique. Si les taux d'imposition baissent, les recettes budgétaires seront réduites dans la même proportion et vice-versa. C'est l'effet arithmétique. Au niveau économique, le taux d'imposition a un effet direct sur l'offre du travail. En effet, une personne trop imposée va être découragée de travailler et son comportement va changer. On peut donc dire que la courbe est une tautologie. En effet, il est nécessairement vrai que lorsque le taux d'imposition est nul, les recettes fiscales sont nulles elles aussi. La confiscation totale des revenus, taux d'imposition à 100%, entraîne de manière impérative que le revenu national soit nul, à moins d'instituer le travail forcé. Un corrélat peut donc être mis en avant. La forme même de la courbe induit que la recette fiscale peut être obtenue pour deux taux d'imposition moyens, l'un faible et l'autre élevé. Il n'est pas illogique de penser que, si l'objectif est de financer les dépenses publiques, il vaut mieux le faire, à recette fiscale donnée, avec le taux le plus faible. Le taux A est donc préféré au taux C dans le graphique présenté. D'où le principe généralement reconnu par les économistes qu'un système à taux faible sur une assiette large est préférable à un système à taux élevé sur une assiette réduite. L'assiette fiscale est le montant qui sert de base au calcul d'un impôt ou d'une taxe. Hélas, les responsables politiques tendent généralement à appliquer des taux forts sur une assiette réduite pour des raisons d'arithmétique électorale. Nous allons maintenant parler de la vision keynésienne. L'une des idées de Keynes peut être exprimée simplement, et sans doute de façon trop simpliste pour l'expert. Le revenu national est égal aux dépenses de consommation en biens et services plus aux dépenses de production en biens d'équipement. Ainsi, puisque les dépenses de consommation dépendent du pouvoir d'achat et les dépenses de production de biens d'équipement des taux d'intérêt, la modification de l'une ou l'autre de ces variables impactera le revenu national, ou PIB. Dans les années 1960, cette théorie produisit des résultats. Sur fond de crainte de récession, plusieurs gouvernements réduisirent les impôts et abaissèrent les taux d'intérêt afin d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages dans le but de relancer la consommation, mais également pour favoriser l'investissement, afin de relancer la production et l'innovation. En 1965, le Times intitulait sur l'une de ses couvertures We are all Keynesian now, compte de la situation économique de l'époque. Contrairement aux années 1960, les gouvernements ne peuvent plus réduire l'impôt. Les caisses sont vides, il faut donc les renflouer. On peut légitimement se poser la question de la garantie de l'État lorsque les caisses sont vides. Mais augmenter les impôts de manière significative des classes qui consomment le plus ne fera qu'aggraver la situation. Mais il y a impôts et impôts. Un point de CSG égale 11 milliards d'euros de recettes. Quant au taux d'intérêt, les gouvernements ont compris que cette seule variable pouvait avoir des effets néfastes sur l'économie nationale. En effet, lorsque vous baissez les taux d'intérêt, vous prenez le risque de créer des bulles. Et pour savoir l'effet d'une bulle telle que celle immobilière, il suffit de regarder du côté de l'Espagne. De plus, aujourd'hui, contrairement à l'ère keynésienne, un autre vecteur est à prendre en compte, la globalisation. L'ouverture progressive des économies dirige les consommateurs vers des productions étrangères et stimuler la consommation n'encourage que légèrement l'investissement des entreprises nationales. Apparu en marge des organisations politiques et syndicales, et particulièrement suivie dans les zones rurales et périurbaines, la mobilisation des Gilets jaunes contre les taxes sur les carburants frappe par son caractère spontané. Elle a soudainement mis en lumière le sentiment d'injustice fiscale qui couvait depuis de longues années parmi les salariés subalternes et les petits indépendants.
Dans un pays où l'impôt demeure un levier pour la redistribution, comment expliquer qu'il soit davantage contesté par celles et ceux qui se trouvent en bas de l'échelle sociale? Aujourd'hui, les Gilets jaunes réclament à la fois une baisse des impôts et une meilleure redistribution. Mais peut-on avoir les deux à la fois? De fait, l'impôt est-il un obstacle à la réduction des inégalités? Pour répondre, il faudrait étudier l'évolution des inégalités, avec notamment la courbe de Gini, mais ce n'est pas l'objet de notre cours. La mondialisation et les contraintes environnementales changent la donne de la politique fiscale. Peut-on faire prévaloir une concurrence fiscale loyale entre nations souveraines tout en supprimant les formes de concurrence déloyale? Quelle est la manière la plus judicieuse de taxer les entreprises mondiales? Comment les responsables des politiques fiscales peuvent-ils contribuer à un avenir plus écologique? Il y a trois réponses possibles: l'isolationnisme, l'harmonisation du régime fiscal international et la coopération mettant en place des systèmes transparents par l'échange d'informations avec les autres pays. Les deux premières réponses sont improbables et mal adaptées. L'isolationnisme est aujourd'hui inconcevable, et l'harmonisation non seulement est difficile à imaginer, mais elle est très discutable. Pourquoi un État renoncerait-il à un élément essentiel de sa souveraineté, sachant que les problèmes à régler par la fiscalité ne sont pas les mêmes partout? Les progrès récents réalisés dans la lutte contre les paradis fiscaux vont dans ce sens.